Hey Loulou, dans 10 ans, tu vois comment l'avenir? Comme un post-apo? Ouais, en genre gros cuir, grosse voiture, grosse cylindrée, et puis coupe à l'iroquoise, quoi. Ouais. Et puis, je pense que tout le monde regardera Furiosa, car ça sera le meilleur film, et qu'il restera plus que ça à regarder. Quoi? Bon, allez, ok, générique. Générique. Salut Loulou, salut les canopéens, canapéennes. Salut Rouquin, salut tout le monde. Ouais. Du coup, pour toutes les personnes qui nous suivent, merci à vous. Donc, notamment à Latifa. Tu as encore commenté récemment sur la dernière vidéo qu'on a faite. Donc, je vais relire rapidement un des messages que tu as mis, un des commentaires, et Loulou va faire une réponse en direct. Ok. Du coup, je trouve que le fait de passer d'une partie à l'autre est un peu mal géré. C'est pour ça que si vous écrivez et que vous échangez entre deux, pour que chacun sache de quoi va parler l'autre et comment il peut lui répondre, la discussion sera probablement plus fluide. Quand je dis écrire, ça veut pas dire écrire mot à mot, bien sûr, et si ça aide juste à sortir les idées, c'est quand même beaucoup plus simple. Et merci à toi de nous avoir envoyé ce message et d'en avoir envoyé d'autres, parce que là du coup on en a pris un le dernier qui est sorti. Et puis elle avait envoyé 2 commentaires, je crois. Il y avait un premier commentaire qui était plus sur les aspects positifs, ouais. Et d'ailleurs c'était cool du coup de les noter, hein. Le fait que toi tu fais des blagues, le fait que il y a quand même pas mal d'informations qui sont amenées à chaque fois, c'est très chargé, on va dire, très documenté. Et puis là merci pour les quelques conseils. C'est vrai que on a des fois encore un peu de mal à être à l'aise, je pense, mais surtout au début. Voilà. Ouais. Au début de l'émission, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, c'est vrai qu'on fait ça après le boulot. Des fois, on a la tête on ailleurs. A la tête ailleurs, oui. Et envie de rentrer et de dormir. Donc, c'est ça. Et on n'est pas encore totalement sur le canapé, on va dire. C'est vrai, c'est pas faux. Mais là, du coup, on est bien installé. Effectivement, et donc on va expliquer pour tous les nouveaux arrivants le concept de notre... c'est tout simple. De notre émission. Émission. C'est-à-dire qu'on fait, nous deux, en tant qu'amis, un podcast sur de la pop culture et de la culture en général, de tout horizon, donc cinéma, film, série, tout ce qui s'ensuit. Voilà, et puis on se prend pas la tête. Tu l'as super bien expliqué. Et du coup, tu me donnes envie d'écouter tous les podcasts qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ils sont présents sur YouTube. Sur YouTube et Spotify, en particulier. Après, toutes les plateformes de podcast, vous pouvez les écouter, bien sûr. Mais on maximise les choses sur YouTube. On a une page Facebook. Effectivement, une page Facebook et une page Instagram. Donc n'hésitez pas à nous follow, à nous faire des petits likes et bien sûr faire des commentaires. Comme vous pouvez le voir, on prendra des commentaires de personnes et on en rediscutera et on les évoquera, et on vous remercie vraiment tous pour ceux qui nous suivent déjà. Et bien sûr, on vous remercie pour ceux qui nous suivront à l'avenir. Exactement. Et pensez bien à rester jusqu'à la fin, parce qu'on essaye toujours d'innover. D'innover, et puis de passer un certain nombre de petits messages. C'est vrai. Parce que on le fait aussi pour avoir une sorte de lieu, d'espace dans lequel on discute, dans lequel on débat, et dans lequel on essaye de créer du lien. C'est ça, exactement. On veut faire en sorte que tout le monde puisse nous parler, et on essaiera de parler à tout le monde, bien entendu. Voilà. Donc, je vais... Il faut aussi penser à s'abonner sur la page YouTube. Effectivement. Pour recevoir, on va dire, les prochains numéros. Parce qu'on ne compte pas s'arrêter. Voilà.
Il y a aussi d'autres remerciements qu'on voudrait faire. On voudrait faire un remerciement à notre pouce noir d'aujourd'hui. Exactement, donc... Ludovic, merci encore. Merci à ZGen de nous avoir permis de faire ça, parce que c'est une association dans laquelle on est, et sans eux, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour réussir à faire cette émission. Donc merci, vraiment, sincèrement. Grâce à vous, on est au 8e podcast, et c'est pas rien. C'est incroyable. Puis nous, ça nous fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai que comme ça, on peut parler des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, et ça nous libère la parole. Effectivement. C'est extrêmement important. Et juste pour expliquer, du coup, Ludovic, c'est le pouce noir dans cet épisode-là, parce que dans un univers post-apo, on va dire qu'il aurait eu les mains dans le cambouis. Oui, exactement. C'est lui qui aurait créé les véhicules, qui aurait créé les machines. C'est vrai. Et comme c'est quelqu'un qui touche à plein de choses, qui est très innovant, très... qui aime beaucoup. Aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il aurait eu sa place là-dedans. Voilà. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, on va, même si on a déjà bien évoqué, mais on va quand même expliquer rapidement ce que c'était nos mots du dernier podcast. Oui. Il y avait surtout les RIP. Enfin, c'est vrai. Rest in Peace. C'est vrai, on voulait aussi faire un Rest in Peace pour 3 personnes. Moi, je vais commencer par Donald Sutherland, qui est mort récemment. C'est une tristesse pour moi, parce que c'est celui qui a fait le grand méchant dans les Hunger Games, du début jusqu'à la fin, même dans le 5e... dans le 5e, on évoquait encore ce personnage-là, donc voilà. Je suis trop content et trop triste que... Je suis trop content, je vais expliquer. Je suis trop content d'avoir pu le voir dans ces films-là, même s'il en a fait plein d'autres. Mais je suis vraiment très triste qu'il soit parti, et donc qu'il repose en paix, ce grand monsieur. Exactement, parce que c'était une véritable figure du cinéma américain, du cinéma international. De mémoire, on avait évoqué De l'or pour les braves dans notre épisode sur Helldiver. Effectivement. Et il jouait dedans un soldat américain qui conduisait un char. Et c'était un acteur incroyable avec une tronche incroyable. Effectivement. Et moi, du coup, je voulais parler de 2 cascadeurs qui sont décédés là. Alors, Janine Hipper, qui est décédée au mois de mai. D'accord. Elle était cascadeuse, notamment sur la série des années 70 Wonder Woman, mais aussi sur Charlie et cette drôle de dame. D'accord. Et c'est une dame qui a travaillé dans plein de films, dans plein de séries. Et pareil, on la salue. Effectivement, depuis là où notre humble canapé. Et on va aussi rendre un hommage à Grant Page. C'était un cascadeur sur la série des Mad Max. George Miller, le réalisateur trop bien. Historique de la série, lui a rendu un hommage en disant que sans lui, il n'y aurait pas eu de Mad Max comme on le connaît. Voilà. Ok, qu'il repose en paix et que ils aillent mieux là où ils soient. Ouais, oui, dans notre cœur, dans notre esprit, ils auront toujours une petite place. Mais c'est important c'était important du coup de saluer la mémoire d'un grand acteur. Et c'était aussi important de saluer la mémoire, on va dire, de gens dont on se souvient, de personnes qui travaillent dans l'ombre et qui sont souvent assez peu considérées par l'industrie, parce qu'il n'y a même pas de récompense. Oui, c'est vrai. Pas de récompense pour un cascadeur ou des choses. Alors qu'ils font un travail incroyable. C'est ça. Et tout ça pour passer du coup au film qu'on va évoquer, au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc on avait donné 2 indices. Parmi les 2 indices, il y avait eu cuir et sable. Exactement. Donc je pense que pour tous ceux qui nous suivent, vous savez déjà un petit peu de quoi on va parler. On va parler de Mad Max Furiosa, qui vient de sortir au cinéma depuis le 8 mai. Alors le titre, c'est pas exactement Mad Max Furiosa, c'est Furiosa, une saga Mad Max. C'est vrai, pardon.
Et du coup, si mes souvenirs sont bons, il est sorti le 8 mai. Donc en salle. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il était sorti déjà sur quelques plateformes streaming. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire de plus sur ça ? Qu'est-ce qui... Moi, je pense qu'on peut déjà évoquer peut-être les mots qui nous viennent à l'esprit quand on pense à la saga Mad Max. Effectivement. Ah oui, un petit mot pour nous mettre dans le bain, effectivement. Moi, je dirais déconcertant. Ouais, je pense déconcertant. D'accord, ok, déconcertant. Moi, je vais dire comic book. Ok, cool. Comme truc, c'est plutôt cool. Ok. Et pourquoi, du coup, déconcertant ? Parce que je trouve que le film, alors tous les films de Mad Max, je trouve pas toujours la solution à l'histoire. C'est-à-dire que je ne sais pas si ce film me montre autre chose que juste un film très simpliste dans l'idée. D'accord, ok. Je ne sais pas s'il veut me montrer un deuxième et un troisième film à l'intérieur du même. Je vois. Et je suis quand même difficilement habitué. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est assez régulier que je vois un film et que je me dise ah ok, il a voulu me donner un sous-entendu, il a voulu me donner un truc en plus. D'accord. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Genre, au tout début, j'avais vu Furiosa avant de te rencontrer. Quand je regarde... pas Furiosa, pardon. Fury Road. Donc avant de te rencontrer, Fury Road, je me dis, bof, c'est un film d'action. Voilà, c'est en plus pour moi. Et après, je te rencontre. Tu me fais découvrir la saga des Mad Max, donc le 1, 2 et 3. Et où tu vas m'expliquer plein de choses. Et là, je me dis, c'est cool. Ok, ça a une vraie histoire. Et je me rappelle que j'ai trouvé ça trop bien. Et là, je les ai revus. Et en les revoyant, je me suis dit, oula, je vois pas tout ce qu'il y a derrière. Et donc, je suis déconcerté. C'est pour ça. Ok, d'accord. Et toi, du coup, un peu mitigé cochon d'Inde. Ouais. Alors que toi, t'es plus roux que moi. Alors que moi, tu vois, je suis mi-roux. C'est plutôt moi qui est mitigé cochon d'Inde. Ouais, c'est vrai. Mais il y a eu un croisement bizarre. Mais du coup, j'arrête avec mes blagues. Non, en fait, j'aime bien. Sérieux aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu plus sérieux, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est parce que le film me déconcerte totalement. Tu vois, je suis en mode non, mais c'est pas possible. Je ne comprends pas, je veux comprendre. Donnez-moi le savoir. Mais du coup, en fait, toi, tu dis que c'est un comic books. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que j'ai pas cette impression. Donc, je te laisse m'exprimer et exprimer aux auditeurs pourquoi. Très bien. Écoute, l'Historyman va te répondre. Oui, je suis parti dans les références. Ah oui, dans les références. Parce que moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'ensemble de cette saga jusqu'au dernier épisode. Et moi, je trouve que c'est un comic book. Ça fait office de comic book pour moi parce que il y a cette impression déjà de regarder quelque chose qui est vraiment très radical dans sa proposition. D'accord. Et je trouve que finalement ça a été en constant en fait dans tous les films, même si le troisième est un peu à part, mais on en parlera si on a un peu le temps. Bien sûr. Mais du coup, à côté de ça, c'est vraiment du cinéma d'action. Pour le deuxième film, Mad Max 2, Le Défi et Mad Max Fury Road, c'est vraiment des films d'action où il y a très très peu de dialogue, où tout passe par la mise en scène, par le cadre, le montage. Et c'est vrai que dans le Fury Road, on avait cette sensation d'avoir des plans qui étaient balancés, tu sais, c'était hyper rapide, c'était vraiment des espèces de flash. Je crois que il y a quelque chose comme 75% des plans dans le film qui durent moins de 3 secondes. Et, c'est énorme. Et c'est hyper iconique.
C'est une vision totale d'un fantasme, pour moi, d'adolescent, parce que j'ai découvert ça quand j'étais ado. Ouais. Et je pense que le comic book est rattaché à l'adolescence. Ok. Parce que c'est un domaine dans lequel on peut se projeter et projeter, on va dire, ses envies, ses désirs, ses fantasmes. Et donc moi, j'ai tout projeté dedans, tu vois. Ok. Vraiment, quand j'ai découvert, et je m'en souviens, quand j'ai découvert le deuxième, avant le premier et avant le troisième, j'ai complètement déraillé. Je me suis dit, mais c'est complètement ouf. Et derrière, t'es devenu Max, quoi. Ah bah ouais, je voulais m'habiller comme le personnage, je voulais ressembler au personnage, donc c'était... Je voulais conduire une grosse voiture comme lui. C'est ça, il y avait vraiment un truc complètement fou, et au-delà de ça, du coup, la série Mad Max, je trouve qu'elle porte en elle une identité, une saveur qui appartient à elle-même et qu'on retrouve pas forcément dans les autres propositions. Okay. Même si moi je vois des sagas, tu vois, ça pourrait se rapprocher de cet état d'esprit-là. Je pense notamment au Rambo. Rambo qui est resté, tu vois, sous l'égide c'est comme ça qu'on dit, sous l'égide de Stallone, et qui n'a jamais quitté cette souche. Cette souche très série B. La série B, ça fait déjà quelques épisodes qu'on évoque. C'est les films produits avec des moyens un peu élevés, faibles, voire moyens. Un peu faibles, voire moyens, effectivement. Et puis dans lesquels tu vas avoir finalement des belles histoires. Des belles histoires, mais surtout des structures qui peuvent paraître très très simplistes. C'est pour ça que je trouve que aussi c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c'est déconcertant, parce que finalement les Rambo, moi je me souviens... Je vois l'histoire du Rambo. Je vois que Rambo, c'est un mec qui a vécu la guerre, qui a vécu une guerre et qu'en a souffert, et qui du coup... montre à la face du monde l'histoire complète de ce que peut vivre un vétéran de la guerre au Vietnam, aux États-Unis, dans cette époque-là. Et en fait, je trouve ça trop bien. Alors que Mad Max, pour moi, c'est déconcertant parce que je me dis, je n'arrive pas à me projeter dans qu'est-ce que Mad Max veut me montrer. Et moi, avant de vraiment maîtriser, on va dire, le sujet, tu vois, de vraiment pouvoir en parler... et de mettre des mots sur ce que j'aime, sur ce qui me fait triper dans ce genre de film, j'arrivais pas à saisir les choses avec Rambo. D'accord. J'avais toujours un peu de mal. Et finalement, maintenant, j'y arrive pleinement. Mais j'y arrive pleinement comme pour une série Mad Max, en fait. Okay. Où finalement, je trouve que les films... C'est moi qui est nul. Non, mais c'est pas toi qui es nul, parce que, tu vois, je trouve que finalement, il y a... Dans le premier Mad Max, sorti en 79, il y a vraiment une structure assez épurée. C'est un western, en gros, avec des motos et des bagnoles. Mais t'as vraiment que ça, entre guillemets. C'est vrai. Effectivement, il n'y a que des véhicules terrestres. On voit que des courses-poursuites, des choses du genre. De la police. On aperçoit plus ou moins de la police dans le premier. C'est intéressant. Et puis c'est un film de vengeance, mais tu vois, ça va vraiment rester sur son histoire qui pourrait paraître très, très simpliste, très simple. Oui, moi je la vois très simplement, du coup. Et du coup, c'est un peu la même chose avec les Rambo. Mais là, l'avantage de cette série-là, c'est que du coup... c'est à la base, c'est du cinéma australien. Ok, oui, c'est vrai. Effectivement, tout a été fait en Australie et c'est un réalisateur australien, si mes souvenirs sont bons. Oui, du coup, totalement. C'est un réalisateur australien d'origine grecque. C'est ça. Pour rentrer un peu dans les détails. Et du coup, à la base, c'est un film qui a coûté $4 000, qu'on a rapporté 1 million. C'est ça. Au niveau mondial, avant d'être détrôné, on va dire 20 ans plus tard, par le projet Blair Witch,
Avant la sortie du projet Blair Witch, Mad Max c'était vraiment le film indépendant le plus rentable de l'histoire du cinéma. Ouais, alors du coup je vais juste revenir sur ce que tu viens de dire parce que tu as dit 4000, en fait c'est 400 000 $. Ah oui, excusez-moi, 400 000 $. Oui, ouais, 400 000 $. Ça aurait pas fait grand-chose. Ouais. Ça aurait été encore moins que ce que... C'était même pas le salaire de l'acteur, du coup. Mais... Ils auraient dessiné les motos sur des bouts de carton. Mais j'imagine... Ils auraient fait des bruits. Voilà. Mais oui, dans l'idée, c'est vrai que ça, on a fait le film le plus rentable parce que aujourd'hui, ça a quand même ramené 100 millions de $. Et comme tu l'expliquais, bah voilà, c'est un des films les plus... plus petit budget qui ramène le plus, et ça c'est juste incroyable, sachant que je pense à l'époque, en 79, il y a quand même d'autres films qui sortent, dans mes souvenirs, en 79, il y a aussi le deuxième Planète des Singes, non, le premier qui est sorti non, c'était bien avant la Planète des Singes, oui, c'était en 69, pardon. Oui, c'était 10 ans avant. Non, à cette époque-là, on a des... Enfin, on commence à avoir ce qu'on appelle le blockbuster. Ouais. Donc, pratique, on va dire, de financement des films, de production des films qui vient des États-Unis. Ça a été lancé par Les Dents de la Mer et quelques années après par Star Wars. Qu'on appelait encore à l'époque La Guerre des Étoiles, qu'on n'appelle pas encore Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et en fait... à partir de ce moment-là, on va avoir des films qui vont coûter de plus en plus cher. Et surtout des films qui ont des histoires basées sur des imaginaires de fantasy, de science-fiction. C'est totalement tourné vers le merveilleux, en fait. Bien sûr. Et du coup, on peut dire que la saga des Mad Max est incluse dans ce mouvement-là mondial, oui. Même si, du coup, la saga des Mad Max, les 2 premiers films, c'est vraiment des productions purement australiennes, ouais. Avec tout ce que ça sous-entend de pratiques un peu tordues pour faire les films. On n'a pas, toujours le budget, on peut pas toujours les autorisations. Effectivement, et du coup, ça entraîne à côté du film une sorte de légende un peu noire où on se dit tiens, il y a peut-être des gens qui sont morts en faisant des cascades. Oui. Ils ont peut-être employé des gens pas forcément toujours recommandables dans les figurants. Donc ça va vraiment construire une image très très particulière. Et en plus le film à l'époque est comme on dit censuré dans plusieurs pays. Ouais. Ce qui fait que nous, en France, je crois qu'il va falloir attendre... donc le film sort en 79, et je crois qu'il va falloir attendre 81, pour pouvoir ou même 82 pour le voir vraiment dans sa forme finale. Ouais, dans sa version totale, quoi. Ça suit... il a suivi le destin d'autres séries B célèbres, comme Massacre à la tronçonneuse. Okay. On n'a juste pas évoqué de quoi ça parlait... Du coup, ça raconte l'histoire de Max, un policier de la route, dans un futur, on va dire, c'est pas encore vrai, c'est l'apocalypse. Voilà. On voit que la société est en train de perdre pied, c'est ça. Et lui, il a encore un code d'honneur, c'est encore un personnage assez idéaliste, et il va, du coup, un jour prendre en chasse un criminel. Le personnage décède et à partir de là, les compagnons de ce criminel vont tenter de retrouver Max pour lui faire la peau. Et à partir de là, va s'enchaîner plein d'histoires et plein de problèmes. Ouais, plein de problèmes qui vont amener finalement le personnage de Max à se venger. Et du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du tournage sans autorisation, des cascades qui peuvent être très très dangereuses. Mais du coup, c'est vrai que quand on a préparé l'émission, toi, tu m'as dit, c'est vrai que la violence, elle a une place hyper centrale. Importante. Ouais, pour moi, elle est hyper importante pour plein de choses. Parce que, en fait, la violence qui est proposée donne un sens à toutes les images. En gros, je sais pas comment expliquer, mais si tu montres pas l'ultra-violence proposée dans ce film, tu enlèves une partie une
une partie importante de ce film. Je n'arriverai pas à l'expliquer. Alors pour moi, ça. Et pour moi, la violence, elle est pas montrée de façon explicite, elle est souvent suggérée. Parce que tu vois, notamment quand il y a 2 persos qui décèdent écrasés par les motards, là, on voit une balle et une autre affaire qui roule sur la route. Et ben à cette époque-là, les gens disaient, notamment en France, on a vu la tête d'un personnage rouler au sol. Ouais, alors que c'était juste une petite balle. Une petite balle en mousse, quoi. Et ça rappelle aussi, du coup, Massacre à la tronçonneuse, où il y avait quasiment pas de sang. Les gens fantasmé littéralement sur Leatherface, le boogeyman du film, et sa monstrueuse tronçonneuse, mais du coup il n'y avait pas de moment particulièrement gore où la tronçonneuse était utilisée pour découper, pour trancher des corps en plein écran, quoi. Oui, c'est vrai, on le voit presque jamais. Après, ça, je parle de Mad Max parce que du coup, moi, j'ai pas vu Massacre à la tronçonneuse, mais c'est vrai qu'on ça ne serait tardé. Effectivement, effectivement, ça ne serait tardé. On va s'organiser un prochain week-end. Mais oui, pour le coup, c'est vrai que dans Mad Max, en tout cas dans le premier, on voit quasiment pas trop la violence. Après, je me rappelle quand même de scènes qui sont vraiment violentes, ou même si... je vais donner un exemple. Désolé, alors, spoiler. Ce que je voulais dire, c'est que la violence, elle est présente, mais elle est plus suggérée que vraiment explicite en plein cadre. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne fait pas... ça n'enlève pas la violence du film. Oui, parce qu'il y a quand même l'idée du viol, l'idée du meurtre, l'idée de gens qui sont brûlés vifs. C'est justement un exemple que j'allais dire. Donc un des personnages amis de Max, du coup, qui s'appelle Goose, va... et justement, voilà, c'est un propos... Pourquoi la violence est super importante dans le film. Donc Goose va du coup s'embrouiller avec un des vilains de l'histoire, que je vais appeler le camé parce que j'ai oublié son prénom. Alors je crois que c'est Johnny the Boy. Johnny the Boy, merci. En VO. Mais voilà, donc du coup, donc Goose va se battre avec Johnny the Boy, pardon. Et ils vont être dans un commissariat, sauf que il y a un genre d'avocat qui va venir récupérer Johnny et qui va faire comprendre que en fait la justice ne pourra rien faire contre Johnny. Johnny est libre et il peut s'en aller. Sauf que du coup s'ensuit de ça une grosse dispute, un vrai énervement, et Goose va perdre un peu le contrôle, va se battre et va frapper l'homme, donc le camé, et il va se faire arrêter par les autres flics en se disant tu ne peux pas faire ça, la loi et tout ça, enfin bref, voilà. Et donc du coup on voit une certaine violence, mais on ressent encore plus de violence dans le camé, parce que lui va sentir qu'il a été profondément blessé par cet acte et il va vouloir se venger. Sauf que sa vengeance va amener quelque chose de plus... Enfin, un niveau au-dessus en termes de violence, parce que finalement, Goose va brûler vif à cause de cette vengeance. Et je trouve ça vraiment... Enfin, la violence, l'escalade de la violence, en fait, elle est là. Et elle montre tout l'impact de ce qu'un acte qui pourrait presque être classique, on va dire, va amener au final... Il y a une théorie dans le comment on appelle ça, la théorie du chaos, c'est le battement du papillon qui amène à quelque chose de très grave derrière. Je vois ce que tu veux dire, oui. Et puis ça va de pair avec une structure très tragique en fait. Exactement. Où finalement tous les personnages sont emportés par la violence et ce qui est intéressant, c'est en tant que spectateur, tu vois venir le problème et tu sais que si les personnages se comportent de telle façon, ça va entraîner ce glissement de terrain. Et ce qui est fou du coup dans ce premier Mad Max, qui du coup est
de très lointaine façon inspirée par Orange Mécanique de Stanley Kubrick, ouais. C'est que vraiment la violence elle est structurante, elle est partout, elle est dans les rapports entre personnages à tous les niveaux, enfin je veux dire autant les personnages gentils que les personnages mauvais. C'est ça, même dans la mécanique, les voitures, on les voit violentes, enfin c'est pas des petites voitures qui sont utilisées, c'est des voitures qui sont puissantes, qui peuvent qui aux États-Unis apportaient la mort finalement sur les routes, et c'est encore une fois utilisé. Donc ouais, c'est vraiment partout, dans tout ce qui est filmé, on pourrait se dire que ça, c'est aussi une partie de la violence, parce que le réalisateur était très inspiré pour ça. Et puis parce que le réalisateur, à la base, est un médecin urgentiste. Donc il était vraiment... il était vraiment, lui, totalement inspiré... Effectivement, tu me l'avais expliqué, parce que du coup, je sais qu'en off, tu m'avais dit un truc à propos de ça, et tu m'avais dit qu'en gros, sur les tournages, beaucoup de cascadeurs pouvaient se blesser ou des trucs comme ça, et qu'en fait, les premiers secours étaient toujours faits par le réalisateur, et je trouve je trouve ça incroyable comme anecdote. Voilà. Ah oui, et puis ça en dit beaucoup, du coup, sur l'ambiance... vraiment des films ça raconte plein de choses en fait, c'est ça, effectivement, et au-delà de ça ça va amener le film va quand même avoir un énorme succès, et un succès tel que ça va engranger du coup une suite. La suite, elle viendra en 1982 avec Mad Max 2, Le Défi, je le disais tout à l'heure. Effectivement, et fun fact, c'est mon préféré. Quand même si je suis déconcerté sur la plupart des films, ça reste quand même mon préféré, parce que celui-là m'apporte quelque chose que les autres ne m'apportent pas. Puis... moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment une façon... et là, on retrouve une logique... selon moi, était présente dans une saga comme les Rambo. C'est le fait d'avoir finalement un film qui répond à un autre film, tout ça dans une même saga, avec du coup des liens, des connexions parfois invisibles, des scènes qui se répondent, et le deuxième du coup commence littéralement sur la fin du premier, parce que tu retrouves la vision des bandes jaunes sur la route qui défilent à toute vitesse. Ah ouais, j'avais pas fait attention à ça. Et là, tu te retrouves au début du deuxième, donc bien vu plonger la tête la première dedans, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, ce que du coup je préfère dans le 2, c'est cette sensation de liberté qui va être encore plus utilisée au final. Parce que dans le premier, on utilise des grosses bagnoles et tout, et c'est trop cool, machin, mais je trouve qu'on est encore très dans la société, où on va utiliser encore le principe de la police, le principe du héros, le principe du grand méchant et tout ça, alors qu'en fait, dans le 2, ces notions-là ont complètement disparu, pour la plupart. On est vraiment dans un post-apocalyptique où... Mais du coup, ça parle de quoi ? Alors... du coup, dans mes souvenirs, on suit toujours l'histoire de Max, et qui va donc se retrouver dans un monde post-apocalyptique où il va devoir survivre, retrouver des comment on appelle ça, du gasoil, retrouver des denrées alimentaires, des choses du genre. Et il va tomber en fait sur une population sédentaires qui vivent dans une raffinerie de pétrole, donc capacité de pouvoir produire en illimité de l'essence, enfin en illimité ou en tout cas ils peuvent produire de l'essence, sauf qu'ils sont assiégés par une bande de pillards, et Max va dans un premier temps vouloir récupérer son essence et se barrer. Et dans un deuxième temps, va vouloir aider cette communauté à partir et à se sauver de ces pillards. Voilà.
Exactement. Et du coup, là, pour ceux qui sont habitués, on va dire, au genre du western, on retrouve le schéma d'une lonesome cowboy qui débarque dans une communauté un peu esselée et qui va apporter en fait son secours après avoir quand même s'être posé un certain nombre de questions sur lui-même, sur ce qu'il veut. De questionnements moraux. Et donc, ce qui est intéressant, là, c'est que les effets, les moyens sont démultipliés. Enfin, ils sont multipliés, démultipliés. Il y a, je crois, 80 véhicules qui ont été élaborés en tuning. Ouais, c'est incroyable. Alors, c'est pas un tuning de Keke Tuning que vous pouvez voir à Lille, par exemple, mais... Ou dans une saga comme les Fast and Furious. Oh là là, je voulais pas dire ça parce que j'aime pas Fast and Furious. Cette balle perdue. Mais oui, je suis d'accord. Voilà, c'est pas un tuning comme ça. En fait, c'est un custom de véhicules, mais pour que les véhicules ne ressemblent pas à des véhicules classiques et modernes. Pour que ce soit quelque chose d'un peu plus post-apocalyptique, donc on va avoir y a des flammes rouges. Oui, voilà. Il y a des trucs un peu rigolos, genre tu vas avoir des pots d'échappement excessivement grands qui vont sortir des côtés des véhicules. Tu vas avoir des véhicules qui sont coupés en deux, et puis un autre morceau de véhicule qui va être assemblé à ça. Et... Bref. Et on est vraiment dans une imagerie très punk, très rock'n'roll, très métalleuse de... Ouais, carrément. Les coupes à l'iroquoise, quoi. Ouais, voilà, de l'univers. Alors ça, ouais, ça fait partie des choses, on peut se dire, ça a un peu vieilli. Moi, je trouve ça trop cool. Après, surtout que dans le deuxième, c'est totalement... Enfin, je veux dire, c'est intégré de façon hyper organique. Oui. Je veux dire, le méchant du film, je me risquerais pas à prononcer son nom parce que je vais encore dire n'importe quoi. Il est... c'est un animal, quoi. Oui. Il prononce quasiment aucune parole. Ouais. Et le peu qu'il prononce, c'est pas forcément des phrases complètes. C'est ça, et il fait que crier. Il se balade avec les fesses à l'air. Oui. C'est très drôle. Non, mais ça fait partie aussi des anecdotes de tournage. C'est que apparemment, Mel Gibson disait qu'il faisait super froid et lui, son repère pour savoir à quel point il faisait froid, du coup, dans ce désert australien, c'était de regarder les fesses de son collègue et de voir s'ils étaient bleus ou pas. C'est ça. Le pauvre. Ils sont dans un désert, il a froid au cul, le pauvre. Et surtout que moi, ce que j'adore, c'est qu'il a son look épouse totalement ce truc très SM. Oui, c'est vrai. L'acteur, du coup, Vernon Wells, il va jouer quelques années plus tard un méchant dans un Schwarzenegger assez mémorable de l'époque, Commando. Ouais. Et il y a toujours eu une sorte de sous-texte très homo-érotique sur ce personnage-là. D'accord. Et du coup, finalement, quand tu le vois déjà dans Mad Max 2, il y a déjà un truc comme ça, quoi. Et ça fait partie aussi de cette radicalité que j'évoquais tout à l'heure, parce que il y a vraiment... Enfin, voilà, c'est un univers de cinéma total, quoi. Oui, c'est vrai, parce que du coup, là, les personnages vont vraiment Enfin, le réalisateur fait tout pour qu'on s'immerge le plus possible, même si, certes, dans le 2, les moyens sont quand même vraiment augmentés, ça reste quand même encore des moyens... moyen, on va dire, pas léger, hein, c'est moyen, on va dire. Et ça permet encore une fois de montrer qu'avec peu de moyens, on peut quand même aller faire des choses très intéressantes, très intelligentes, si on cherche à chaque fois de trouver le moyen de t'immerger. Parce que je sais que toi, tu as beaucoup aimé Furiosa, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est parce que c'est un univers monde pour toi. Oui. C'est comme Avatar, tu rentres dans un monde et tu exultes de découvrir ce monde. C'est ça, pendant 2h30 de film, moi je suis complètement ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors que malheureusement, moi je sais que c'était pas mon cas. Mais voilà, pour beaucoup de gens, je pense que c'est exactement ce que toi tu ressens. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel on s'immerge. Et comme tu le dis, grâce à des personnages
très simple d'apparence comme ça, et bah tu dis qu'en fait, ça, c'est un moyen de plus de nous montrer que ce monde-là existe de cette manière-là. Exactement, et puis... Et le cuir est partout, par exemple. Et puis, oui, exactement, enfin, c'est hyper fétichiste. Ouais, voilà, fétichiste. J'étais en train de chercher le mot aussi. C'est vraiment... Mad Max, c'est vraiment une saga qui porte de la sexualité, on va dire, en toile de fond, en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est le fait que, tu le disais tout à l'heure, et je vais un peu approfondir, le fait que les personnages... ils veulent dire beaucoup de choses, oui, alors qu'ils ont l'air totalement ailleurs. Puis ça aurait été fait par quelqu'un d'autre. Il y a eu beaucoup de copies de Mad Max 2. Un Zakouille par exemple. Parce que oh là là, oh la vilaine pensée. Non, c'est pas bien. D'accord. Pardon, je m'excuse. Non, t'as raison. La vilaine pensée. Mais tout ça pour dire que que Mad Max 2, t'as cette idée finalement d'aller chercher, de maximiser vraiment les différents éléments. Oui. Tu vois, les véhicules ont été customisés exprès pour ça. Le personnage de Max, il est tout en cuir. Je pense que c'est aussi parce que l'époque voulait que le cuir plaise à toutes les femmes en mode bad boys. Mais et puis il y a aussi le fait que la production a été faire le tour, je crois, des magasins, tu vois, pour récupérer tous les vêtements possibles et imaginables, afin de faire cette espèce de garde-robe ultra bigarrée et ultra punk, parce que finalement t'as des personnages qui ont des peaux de bêtes, oui. T'en as d'autres, comme on le disait tout à l'heure, ils ont le cul à l'air, il y en a d'autres, ils sont habillés dans des espèces de vêtements colorés un peu moches, mais en même temps ça rajoute à l'idée que les gens n'ont que ça à se mettre. Oui, parce qu'on est dans un post-apo finalement. Et que c'est composé, c'est un univers composite, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc tu prends ce que tu peux et tu en fais l'utilité dont... que tu veux en fait. Tu l'utilises comme tu as envie que ça te serve. Et moi je sais que c'est le gros intérêt que je vois au deuxième en fait. Oui. Alors moi du coup un autre intérêt c'est vraiment la sensation de liberté folle. Ouais. C'est que là ils vont utiliser beaucoup de véhicules, ils vont parcourir des étendues folles, et en fait pourquoi je trouve que moi c'est les véhicules qui m'apportent une sensation de liberté, parce que dans ma vie personnelle le fait d'avoir un véhicule, je trouve que c'est la liberté de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que je peux prendre mon véhicule et aller à l'autre bout de la France si j'en ai envie finalement, et même je pourrais traverser l'Europe si j'en avais envie juste avec mon véhicule, et je trouve ça incroyable. Et par la même occasion dans Mad Max 2 ouais, en plus, ils font vraiment cette sensation-là de j'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour essayer de m'en sortir, trouver quelque chose, et ça marche plutôt bien pour ça. Voilà. Et puis ça commence dès la première séquence, quoi. T'es plongé dans l'action, il n'y a pas de ligne de dialogue, tu comprends tout par le montage, par la mise en scène, par le cadrage. Et finalement, le personnage, avant qu'il prononce sa première phrase, je crois qu'il faut bien facilement un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est possible. J'ai jamais fait attention à ce détail, mais ouais. Donc c'est vraiment complètement... je veux dire, c'est barbare, quoi. La même année, t'as Conan le Barbare de John Milius avec Schwarzy qui sort. Okay. Et je veux dire... C'est vraiment des univers c'est un chef-d'œuvre. Ouais, et puis aujourd'hui on pourrait plus refaire des films comme ça parce que t'as moins de liberté, cette immersion totale. C'est vrai. Cette immersion totale, et qui fait fi, on va dire, de toutes les logiques un peu mercantiles, économiques, oui, c'est vrai, que tu vas avoir souvent dans ce cinéma-là.
Finalement, c'était vraiment des œuvres d'art à part entière. Effectivement. Et puis c'était la bonne époque aussi pour sortir, tout ça, bien sûr. Exactement. Je te propose qu'on parle du 3. Oui, le 3, on va en parler très rapidement parce que c'est vrai que c'est le vilain petit canard de la bande. Ouais. C'est un peu l'épisode... Bouche-trou. Oui, à part... moi je trouve que, encore une fois, tu vois, Rambo, dans la saga des Rambo, il y a ce troisième film qui est très nanar, très soviète. Oui, c'est un film con, tu vois. Mais c'est pour ça aussi qu'on l'adore. Mais du coup, ce qui est rigolo dans Mad Max 3, c'est que finalement, les choses paraissent beaucoup moins naturelles, beaucoup moins organiques. Moi, je trouve qu'on sent quand même un peu l'artificialité de cet univers-là, même si il y a déjà cette volonté de Miller d'essayer de faire quelque chose de déjà beaucoup plus ample, avec un semblant de civilisation qui a été reconstruit dans un coin de désert, et où va s'affronter en fait deux figures d'autorité. D'un côté un chef religieux, de l'autre quelqu'un qui contrôle les énergies, et arrive Max, perdu dans tout ça, et on va lui proposer en fait d'affronter en duel le bras droit de celui qui contrôle les matières premières, et en fait il va se dire que non, il peut pas aller jusqu'au bout du combat, et finalement il va se faire ostraciser, et il va rencontrer une tribu de petits enfants qui vivent au bout du désert. Pour ceux qui ont vu Peter Pan, vous avez vu les enfants sauvages, c'est la même chose. Voilà. C'est les enfants perdus c'est ça, les enfants perdus de Peter Pan, du pays imaginaire, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, à cette époque-là, t'as quand même beaucoup de films qui essayent de reconstruire autour de la figure du héros masculin, très fort, très viril, quoique on retrouve la même logique dans Aliens, le retour. C'est le fait d'essayer de recomposer un schéma familial autour de la figure principale du héros. Et là, du coup, ça vient moi, je trouve que ça vient d'une part de la mort de Byron Kennedy. On n'en a pas parlé jusque-là, mais c'était un personnage important pour les deux premiers films parce que c'était le producteur et le meilleur ami de George Miller, qui a vraiment insufflé pas mal de choses, qui s'est vraiment impliqué, et qui est décédé en fait pendant les repérages. Donc le tournage n'avait même pas commencé. D'accord. Et à partir de là, en fait, George Miller avait plus envie de faire son film. Donc le film a été fait à deux têtes, avec un autre réalisateur qui s'est chargé de tourner un certain nombre de séquences de dialogue, je crois. Et du coup, le film paraît forcément déséquilibré. Mais ça n'empêche que 30 ans plus tard, parce que Mad Max 3 est sorti en 1985, et Mad Max Fury Road en 2015. Ah, c'était 2015? Oui, en 2015, J'étais persuadé que c'était 2014. Et donc là, la proposition suivante, on sent que... Il y a du budget, déjà. C'est ça. Il y a énormément de budget qui est fait, et puis là, ils veulent en mettre plein les yeux à tout le monde, très fortement, quoi. Moi, personnellement, Fury Road, je le trouve pas incroyable. Alors après, oui, c'est un bon divertissement, c'est un bon film d'action. Tu le regardes et tu te dis j'ai passé 2 heures rigolotes à suivre l'histoire, mais je n'ai jamais trouvé la porte d'entrée pour me dire je suis dans le monde de Mad Max, ou en tout cas dans cet univers là, et puis Immortan Joe, quoi. C'est pas... Tu ne le trouves pas génial, cet antagoniste? Je le trouve sympa, mais génial, non. Genre, pour moi, il y a des personnages qui sont bien plus géniaux. Scar, par exemple. Mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, mais... Oui, mais oui, je sais, mais voilà, en fait, si... non, j'ai pas de... T'as pas d'atome crochu avec ce film-là? Non.
Non. Alors que moi, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, avec cette impression de voir un comic book. Pour moi, là, avec Fury Road, on est de plein pied dedans. Et le film n'est qu'une longue course-poursuite entre différents personnages qui cherchent à s'arrêter les uns les autres. Et finalement, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a tout un univers derrière, mais qui sert vraiment de toile de fond, et tu as l'impression que ça reste vraiment dans le fond. Mais tu comprends finalement comment ça fonctionne, parce qu'on t'explique déjà plus ou moins la place de Pétroville, la place forte où ils vont chercher le pétrole, le moulin à balles, là où ils vont chercher les munitions. Exact. Et puis tu as la citadelle, la place forte centrale que tu vois, par contre, qui est l'endroit où se trouve Immortan Joe. Et donc là, l'histoire, c'est Max qui est capturé en fait par ce qu'ils appellent dans cet univers-là les Warboys. Ils sont des fanatiques fous furieux, suicidaires. Et on a l'impression du coup d'avoir quelque chose qui se déploie devant nous, mais d'hyper dense, parce que tout de suite on arrive à la citadelle et le personnage de Max va être utilisé comme un globulard, donc un personnage qu'on met par intraveineuse avec un de ces fameux Warboys, et arrive rapidement un autre personnage qui s'appelle Furiosa, qui va tenter de s'évader, tenter de s'échapper, et Max va se retrouver embarqué dans la course-poursuite malgré lui, parce que là, du coup, le personnage est vraiment une sorte de témoin, beaucoup plus que le personnage principal. Oui, effectivement, parce que le personnage principal, ce serait presque Furiosa, finalement. C'est totalement Furiosa. Il y a vraiment, ça épouse totalement cette logique-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, il y a vraiment l'idée de construire un truc très musical, très rock'n'roll, avec du coup l'action qui est totalement débridée, très rythmée aussi par la musique. Qui prend des proportions gargantuesques, avec des énormes camions, des véhicules monstrueux, avec toujours du coup les choses très centrées au centre de l'image. C'est intéressant quand tu revois le film. Moi je l'ai vu plusieurs fois, donc je peux le dire, mais c'est très centré. Donc du coup ça fait que tu vois George Miller a essayé il a fait une version noir et blanc, black and chrome, et beaucoup de gens disent c'est complètement débile, t'as juste à enlever du coup la coloris sur ta télé et puis paf, tu vois le film en noir et blanc. Mais là ce qui est intéressant, c'est que comme il avait tout centré au centre de l'image, quand tu n'as plus l'ensemble des couleurs, tu vas te concentrer en fait sur les visages et sur l'élément central du plan. Et ça fait que le film comme ça te balance en fait un certain nombre d'informations. Il y a une sorte de continuité visuelle dans le montage où t'es jamais perdu. Il y a toujours un élément au centre, tu comprends ce qui se passe. Je sais qu'il y a un YouTuber américain, je crois, qui s'est amusé à regarder plusieurs films d'action en accéléré pour voir s'il comprenait du coup les intentions du film. Ou plus il arrivait à suivre le film, tu vois. Vraiment, en partant du principe que voilà, il y a une histoire à suivre. Est-ce que j'arrivais à la comprendre ou pas? Et donc il en a regardé plusieurs, et dans le lot il y avait Mad Max Fury Road, mais il y avait aussi Taken 3. Donc film franco-américain avec Liam Neeson. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait vraiment dans le Mad Max quelque chose dans les plans qui fait que t'es jamais perdu, même si tu regardes le film à toute vitesse. Alors que à côté, un Taken est beaucoup plus brouillon. C'est fait de façon moins harmonieuse.
moins lisible, et du coup, il y a cette incapacité à le suivre, tu vois, alors que là, le film Fury Road, il allait vraiment chercher des leviers, des idées qui nous viennent des temps anciens du cinéma, parce que c'est un film qui joue beaucoup sur des aspects visuels qu'on pouvait voir dans des films muets. Après, c'est un ancien réalisateur aussi, donc du coup, ça permet... Ouais, mais là, du coup, t'as vraiment des séquences qui sont accélérées, t'as vraiment des séquences où on parle pas, où tout se passe dans le cadre, tout est dans le visuel. Dans le visuel, alors que finalement... le cinéma américain a souvent eu tendance à vouloir surexpliquer les choses. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, le film peut... Mais finalement, il continue ce qu'il avait commencé à faire sur le deuxième. Hein. Mm-hmm. Parce que dans le deuxième, je le disais tout à l'heure, il y a cette séquence d'ouverture où tu comprends tout, bien sûr, où tu comprends les enjeux, où tu comprends qu'il y a déjà un antagonisme entre tel et tel personnage. Et là, finalement, tu le retrouves. Mais tu le retrouves en version bien plus grande et avec beaucoup plus de budget. Et là, on peut dire que c'est un blockbuster, c'est plus de la série B, c'est vraiment quelque chose de fou. Et ça, on en voit tout le temps, il se lâche tout le temps. Enfin, vraiment, moi, quand j'ai vu Fury Road, je me suis dit, ok, je regarde un film d'action qui t'en met plein la gueule tout le temps. Ou genre, ça s'arrêtera jamais. Parce que même la fin du film, tu te dis que, ok, ça vient d'avoir fait un petit temps mort, mais en vrai, s'ils voulaient, ils te mettaient un peu de générique et ils te remettaient quelque chose de réexplosif. Puis ce qui est fou, en fait, c'est que le montage est pensé de façon vraiment musicale. Ouais. T'as vraiment des énormes portions de plans qui durent moins de 3 secondes. Ouais. Je disais tout à l'heure, il y en a 75% de plans qui durent moins de 3 secondes dans le film. Donc t'as des énormes portions de plans comme ça, avec des fois... avec à certains moments des plans plus ou moins longs qui se suivent, et ça permet de reposer en fait l'action, mais ça permet surtout aux spectateurs de se concentrer en fait sur des émotions, sur des détails, et de comprendre en fait où est-ce que t'es, qu'est-ce qui se passe, comment l'action évolue. D'accord. Et ça, je trouve que c'est génial que ça existe dans un film d'action. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout en gardant cette... toi, tu disais tout à l'heure que la violence était très présente. C'est pas un film qui est forcément, encore une fois, violent de façon explicite, mais il y a cette frénésie, cette vitesse constante, ce truc qui emporte tout. Et... Après, on voit quand même des warboys sauter de véhicule en véhicule. Voilà, c'est quand même... Je trouve, visuellement, il est quand même un peu plus violent que les premiers Mad Max. Oui, après, peut-être aussi que c'est une question de subjectivité, mais tu vois, là, il y a vraiment quelque chose comme 600 et quelques répliques dans le film, en comptant les onomatopées. Donc les moments où les acteurs 600. Crient, ça fait pas beaucoup, grognent, c'est fou en fait. Ouais, c'est pas beaucoup pour un film. Et en même temps, le film n'a pas rencontré un succès... incroyable. Ouais. Il y a eu un succès d'estime, c'est-à-dire que les critiques, les gens se sont entendus pour dire que c'était un grand film, mais c'est pas non plus un film qui a fait des entrées mirobolantes. Ouais. Et tout ça amène à la suite. À Furiosa. Donc qui nous parle de quoi ? Justement, j'allais y venir. En fait, l'histoire de Furiosa, c'est que donc on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Furiosa, qui est déjà vue dans Fury Road. Et en fait, on va suivre son histoire. Donc, on va la suivre dès son enfance jusqu'à son âge adulte de femme. Elle va être kidnappée jeune et elle va devoir survivre et essayer de faire en sorte de revenir sur sa terre natale, sauf que tout ne se passe pas comme prévu et voilà quoi. Donc on va suivre toutes ces péripéties en tant que femme, en tant que jeune fille
et en tant que jeune femme, parce que là elle est plus jeune que dans le film de Fury Road. Exactement, parce que du coup c'est le même personnage. Effectivement, c'est ça. C'est le même personnage, mais ça se passe dans les 15 années qui précèdent Fury Road. Exactement. Et joué par du coup Anya Taylor-Joy. Ouais. Voilà. Et avec Chris Hemsworth en antagoniste principal. Effectivement, Chris qui joue Dementus. Et qui joue Thor. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais peut-être qu'on peut donner notre impression générale. Je dirais, comme l'autre, déconcertant. Comme le reste, déconcertant. Je n'ai pas trouvé d'accroche. D'accord. Et toi ? Moi, j'ai énormément de choses à dire parce que j'ai adoré le film. Il faut quand même expliquer que j'ai été le voir 3 fois au cinéma. C'est beaucoup. Ça ne m'arrive jamais. C'est beaucoup. Et ça m'a tellement plu que je suis resté attaché en fait à ce que le film m'a provoqué. Et encore une fois, moi je trouve qu'il y a de la radicalité dans la façon avec laquelle on raconte l'histoire. Parce que du coup, on n'utilise pas de levier, les leviers habituels de ce genre de production. J'entends par là que on n'a pas affaire à quelque chose de construit autour d'un référentiel, tu vois, doudou. Je sais que la chaîne de Monsieur Bobine, un youtubeur ciné très connu, avait expliqué en fait à la sortie de Fury Road que le trailer de Fury Road était sorti 6 mois auparavant, en même temps que celui de Star Wars 7, Jurassic World 1, et que il y avait finalement les gens tripés sur les trailers de la concurrence parce que on retrouvait du coup le bruit du sabre laser, le cri du tyrannosaure. Je vois ce que tu veux dire. Et il y avait vraiment ce truc qui reconvoquait chez toi les sentiments des visionnages des précédents volets. Ouais. Et finalement, cette nostalgie. On a vu ce qu'ont donné du coup les films à leur sortie en salle. Moi, je me souviens en particulier de Star Wars 7 qui avait été vraiment... C'était génial. C'était génial cette destruction. C'est fou. Ouais, là j'ai fait mon rire diabolique. Mais moi, dans mes cauchemars, il y a Rouquin qui danse devant un brasier où il y a Star Wars 7 qui... Ouais, et moi dans mes cauchemars, t'es devant Furiosa et tu l'idéalises. Oh là 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 là. Voilà. Mais du coup, tu vois, moi je trouve que finalement on retrouve la même intention dans Furiosa. C'est un film, déjà le précédent était un gros film d'action. Ouais. Avec une rythmique, avec un truc très musical, très frénétique. Là, on a affaire à une odyssée avec un personnage qui, à la façon d'Ulysse, va quitter en fait sa terre natale, mais contraint de le faire. Et il va passer en fait tout le film à essayer de redécouvrir, de retrouver la route. Et dans un premier temps, il note la route. D'ailleurs, c'est une belle idée parce que... Ouais, j'aime beaucoup aussi l'idée. Parce que c'est très peu explicité en dialogue. Finalement, c'est noté, tu vois, sur sa... elle le note vraiment dit, finalement. Ouais, elle le note sur sa peau et tu comprends, en fait, qu'elle veut rentrer chez elle. C'est ça. Mais elle peut pas le faire parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui vont se mettre en place, qui vont être des obstacles à son retour. Et du coup, à partir de là, moi, ce que je trouve de génial là-dedans, c'est vraiment... on met en avant le langage visuel, avant toute chose. Les plans sont hyper travaillés, c'est très recherché, il y a plein de petits détails, ce qui fait que moi, j'ai été le voir 3 fois, aussi parce que je voulais voir en fait chacun des détails, les différents détails qui s'offrent à moi, et je pense qu'il y en a encore qui sont cachés, tu vois. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'y a pas un plan
pour moi, où il n'y a pas une idée ou un référentiel qui arrive et qui fait écho à quelque chose d'autre. Mais quand je parle de référentiel, c'est très rarement du référentiel en lien avec la saga des Mad Max, mais c'est du référentiel en lien avec la mythologie judéo-chrétienne, par exemple. Il y a l'idée d'un enfant qui attrape le fruit défendu, le fruit de la connaissance dans un arbre. Il y a un personnage qui ressemble à Jésus, qui est monté sur une sorte de char comme dans un péplum et qui a autour de lui une sorte de garde prétorienne avec des personnages qui ont tous une individualité, une petite caractéristique qui les fait ressortir du lot, en fait. On est presque dans un truc de jeu vidéo où tu dois choisir le personnage que tu veux. Et là-dessus, moi, je trouve que il y a en plus, du coup, le référentiel... là-dessus va arriver, en fait... différents niveaux d'appréciation, tu vois, de compréhension, parce que il y a le mythe d'Ulysse, donc on est dans le péplum, mais à partir de là on peut partir aussi sur le mythe de Déméter. Déméter, c'était la déesse des moissons dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque. Et il y avait une fille qui s'appelait Perséphone. Tout à fait. Et dans ce mythe-là, la mère et la fille sont séparées. Hadès. Tout à fait, qui vient enlever la fille et qui l'emmène avec lui au royaume des morts. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on retrouve ce schéma-là dans Furiosa. Ok. Mais du coup, dans l'histoire grecque, le personnage du coup de Déméter finissait par colère, par couper en fait les moissons, ce qui provoquait des famines et ce qui provoquait aussi la ruine des autres dieux parce qu'ils n'avaient plus d'offrande. Bien sûr. Et du coup, c'était une façon de représenter en fait la perte de quelque chose ou la perte de quelqu'un peut provoquer une source de malheur qui va envenimer tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Et là, moi, ce que je trouve de fou, c'est que tu retrouves ce truc-là, mais adapté à un scénario de post-apo avec des personnages qui se déplacent en moto, qui ont des looks de bikers, qui ont des looks ultra iconiques. Et finalement, le personnage de Dementus, qui est le méchant, du coup, c'est le personnage de Hadès qui est une source de chaos constante. Okay. Il est constamment... tu vois, il y a vraiment des moments où tu te dis, tiens, ils vont aller par là, ils vont faire tel truc. Et puis lui arrive, et puis il décide de tout casser. De tout casser, de tout foutre en l'air. Ouais, voilà, je vais faire ce que j'ai envie. Et, c'est ça. Et je prends ma place et vous devez m'obéir et faire ce que je veux parce que... Exactement. Que je suis un roi, quoi. Et moi, ce que je trouve de fou, c'est qu'au début, du coup, tu peux le voir comme une sorte de messie religieux, de chef, de chef religieux. Ouais. Et après, le film avance et on va voir arriver l'idée un peu qu'il peut aussi faire don on va dire, de manipulation avec les autres, de tromperie, de trahison. Et finalement, t'as ce personnage qui est constamment, sur la limite. C'est un Loki. Oui, ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Il est toujours sur une dualité, on sait jamais sur quoi il va aller. Et le Loki, le Loki de la religion, des mythes scandinaves. Scandinaves, exactement. Mais exactement, et c'est du coup, c'est une forme de dieu du chaos. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, il est quasiment... de la fourberie. Il a quasiment une vision sur le devenir de Furiosa. Furiosa, à un moment, elle va se faire mutiler. Ouais. On va pas dire comment, on va pas dire on va éviter quel endroit. Trop spoiler, même si on a déjà beaucoup spoilé. Mais elle va se faire, mutiler. Elle va se faire mutiler. Et en fait, lui, il l'a déjà un peu
imaginé, on va dire, puisqu'il a un chien qui a une mutilation à une patte, et puisqu'il a aussi un petit nounours qui trimballe partout, et en fait au début du film le nounours il est bien, il est tout propre, et puis au fur et à mesure on arrive à un moment dans le film où des années après s'être séparé de Furiosa, il la retrouve, et là le petit nounours il a un bras en moins. Je voulais pas dire du coup un bras en moins parce que oui voilà. C'était une patte en moins, mais tu l'avais dit déjà avec le chien. Non, j'ai dit mutilé, mais du coup c'est il imagine, il prévisualise ce qui va arriver du coup au personnage de Furiosa, et finalement tout le final, toute la dernière partie où il y a une longue discussion entre les deux personnages, on peut quasiment voir ça comme une façon en fait d'essayer de faire accepter à Furiosa ce qu'elle va devenir. Et je trouve que c'est une sorte, ça rajoute de la profondeur aux personnages, aux enjeux, tout en mettant à côté de ça, tu vois, les scènes d'action, là elles sont vraiment construites autour d'une montée en crescendo. Il y en a 2 énormes dans le film qui interviennent plus vers le milieu, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de voir passer des paliers dans ce qui arrive, parce que tu as des personnages qui sont sur une route, on voit des personnages qui sont sur le bord de la route et qui commencent à trafiquer des choses pour essayer de créer un piège, et puis arrivent des motos dont tu comprends que le camion va se faire attaquer, et puis il repousse une première attaque, arrivent d'autres personnages qui développent, qui ont d'autres véhicules pour attaquer, et ainsi de suite. Et ça monte, et avec les charognards. Tout ça avec à chaque fois des informations qui sont cachées dans les plans. Ouais, je vois. Tu vois, il y a notamment un moment, une tempête de sable qui s'approche, et en fait, si tu regardes bien, tu la vois, mais on va dire 5 minutes avant qu'elle commence. Mais elle est tout au fond dans un plan. Un personnage se retourne pour regarder quelque chose, et tu la vois au fond. Mais ça, tu t'en rends pas compte lors du premier visionnage. Tu t'en rends compte au bout du 3e visionnage. Tu vois, moi, c'est vraiment au bout du 3e visionnage que j'ai fait. Mais c'est là. Et c'est une façon d'imprimer ta rétine et de te dire, il y a quelque chose qui va arriver. Sans, tu vois, utiliser le langage verbal, quoi. Sachant que déjà, l'image et les personnages vont déjà t'amener à te dire il va se passer des choses supplémentaires parce qu'ils font des actions. Mais en plus de ça, toi, tu dis que dans la construction cinématographique, du coup, et dans les scènes, ils ont déjà prévu qu'il allait encore avoir quelque chose, mais si tu y fais plus attention, du coup, et pas juste au centre de l'image, tu peux voir ce genre d'événement apparaître en avance pour te dire, dans quelques temps, on va avoir cet événement qui va arriver, qui a déclenché en fait quelque chose de plus. Et c'est cool parce que ça revient encore sur ce que je disais tout à l'heure avec la théorie du chaos, tu vois, avec le battement de papillon, parce que tu le vois au très loin, et ça arrive et ça va amener une folie derrière supplémentaire, et je trouve ça vraiment cool. Mais tu vois, c'est très marrant parce que toi tu penses ça comme ça et t'as vu ça comme ça, alors que moi je l'ai vu très simplement comme film. J'ai pas réussi à trouver, tu vois, ma porte d'entrée pour entrer dans un film qui va m'apporter des choses comme la vision de Déméter ou la vision du Christ ou des choses du genre, tu vois. Moi, je vois vraiment ça très simplement. Juste, c'est un film d'action très banal pour moi. Enfin, banal, j'abuse, hein, attention, mais où justement, je suis juste les actions des personnages au fur et à mesure, et où je me dis pas, celui-là, il me fait penser à tel ou tel personnage. En fait, il me fait juste penser à Immortan Joe si c'est Immortan Joe. Il me fait juste penser à Thor si c'est Thor, tu vois. Non, enfin, c'est Kristen Worth, je sais déjà plus le nom, mais Dementus. Voilà, si c'est Dementus, je me dis c'est Dementus. Si c'est Furiosa, je me dis c'est Furiosa. Et en ayant vu Fury Road quelques temps auparavant, je sais qu'il va arriver des trucs à Furiosa parce qu'on en a entendu parler et parce qu'on a pu voir certaines images. Donc on sait déjà des choses,
Et on se dit, bon, bah, quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça arrive dans ce film-là? Est-ce que ça arrivera dans le prochain? Parce qu'il y aura prochainement un autre film, probablement. Et... Alors, ça a l'air d'être mal parti pour, mais il y avait un autre film de prévu. Mais pas du tout sur Furiosa. Par contre, sur Max, oui. Ok. Voilà. Voilà. Mais du coup, dans l'idée, je me disais... Voilà, il y aura probablement encore des idées, des choses à dire sur le personnage et sur les personnages qui sont suivis. Mais après, on sent qu'il y a une grosse FX. Ça a été très critiqué par les gens. Moi, je l'ai bien aimé. En vrai, j'ai pas trouvé ça habillement pour les yeux. Autant j'ai vu des films où je me suis dit non, ça c'est une catastrophe. Enfin, le feu ne peut pas ressembler à du feu comme ça. Enfin, c'est juste pas possible. Ouais. Et notamment sur des films que beaucoup de gens aiment, et souvent parce que le réalisateur c'est les couilles. Ensuite. Il n'y a pas que Zack Snyder qui fait des mauvais films, mais... Oui, mais c'en est un parmi tant d'autres, et là, je sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de parler que de lui, et de lui en mettre plein la gueule. Je sais pas, je sais pas. Si on pourra parler après de toute cette haine... Ouais, il faudra que j'en parle un jour à ma psy. Mais voilà, et puis tu disais que la musique prend une vraie place dans le film parce que du coup ça monte crescendo et la musique va avec et tout. Bah tu vois, dans les... Dans Fury Road, oui. Là, je trouve que la musique est moins présente, même si je l'aime bien, s'il y a des choses que j'apprécie, mais elle est moins présente. Elle est plus en retrait. Bon, c'est le même du coup musicien, c'est Junkie XL qui venait du coup de l'entourage de Hans Zimmer. Ah, ok, trop cool ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est je trouve qu'il y a une vraie musicalité. Alors que Hans Zimmer, je trouve que dans pas mal de films de ces dernières années, il a fait beaucoup de... Moi, j'appelle ça de la musique en pulsation. Ça fait des bourdonnements, t'as l'impression qu'il est resté avec le doigt sur le clavier, quoi. Ça fait très particulier. D'accord. Bah, et du coup, pour moi, ce film, justement, je trouve que la musique est oubliable, tu vois, sur Furiosa. D'accord. Je trouve que la musique est oubliable, alors que sur Fury Road, je n'arriverai pas à décoller la musique de tout ce qui s'y passe. Alors, c'est vrai que dans Fury Road, il y avait notamment le titre Brother in Arms, qui intervient dans une scène d'action au milieu d'un canyon, avec des motos qui sautent au-dessus des précipices et tout. Ça, c'était vraiment stylé. Hein. Celle-là, je la trouvais vraiment incroyable. Mais là, moi, il y a quand même des moments où la musique se réveille un peu. Il y a notamment... du coup, Furiosa va avoir une sorte d'idylle, une sorte d'amitié avec un autre personnage qui intervient au milieu du récit, qui s'appelle le Praetorian Jack. Qui est une sorte de guerrier. Et ce qui est très agréable, c'est que ça offre une sorte de petite accalmie à ce personnage-là. On se dit que potentiellement elle va réussir à s'en sortir, et elle va lier quelque chose, elle va construire quelque chose avec ce personnage-là. Et moi, je sais qu'il y a un moment, là, la musique se fait un peu plus douce, un peu plus mélodieuse, et je la trouve vraiment ultra... enfin, c'est hyper agréable. Et bah, moi, je sais que... je trouve que le film a vraiment un... C'est un film qui, j'espère, sera redécouvert dans les années qui vont venir, parce que le film s'est planté, hein, il n'a pas du tout marché, donc ça contredit on est là pas mal l'existence du prochain. Mais moi, je sais que voilà, c'est un film avec 1000 idées dans les plans, avec des références à pas mal de choses, et pas des références à cette saga-là, mais des références autres, des références plus étendues. Et puis il y a des idées, il y a plein d'idées, comme un headshot en champ contre champ. Un personnage s'approche de la caméra, on lui tire dans la tête, et au plan suivant...
on filme le personnage de dos qui roule dans le sable. Il y a plein de choses comme ça que moi je me suis dit, je vois pas ça en fait à côté dans les autres productions. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a une espèce de personnage secondaire, Octobus, qui est une sorte de guerrier monté sur une moto qui peut faire office de ULM. Et il a un casque avec des cornes. Enfin, il est hyper badass, alors que tu l'entendras jamais. Enfin, il parle très peu, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai. Je l'aime bien aussi, ce personnage, je pense. Je pense juste que si le film pouvait être redécouvert et qu'on pouvait lui laisser une seconde chance, parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire autour des science-fiction, des FX, où les gens ont beaucoup râlé dessus. Moi, je sais que au premier visionnage, mes yeux ont un peu tiqué, tu vois. Mais j'ai pu aller le revoir et j'ai pu me rendre compte qu'en fait, ce qui était vraiment important, c'était l'idée qu'il y avait derrière le FX. Quand bien même le FX était raté. Parce qu'il y a vraiment ces moments où là, tu passes de Fury Road, qui était un film d'action, à Furiosa, qui est un péplum avec des motos, avec des bagnoles, avec des personnages... qui sont tous fringués d'une façon différente et dont tu te souviens, quoi. Ça t'imprime l'œil, et on n'est pas du tout, du coup, dans une extension d'univers où on fait de l'accumulation, mais on fait de l'approfondissement, pour moi. Ce qui est, du coup, à contresens des productions Marvel, par exemple. C'est vrai qu'on y revient. Exactement. Mais on a des névroses particulières. Ouais, je crois qu'avec ces nouveaux Marvel, parce qu'il y en a certains qui ont quand même bien marché, mais je pense qu'on a eu quand même quelques névroses. Tu sais que dans un prochain, ils prévoient une 60aine de nouveaux personnages, ou de personnages qui vont être réintégrés. Et t'as envie de leur dire, mais pourquoi, en fait ? Là, t'as ce film-là, qui te balance des centaines de personnages de bikers. Et enfin, moi, je veux dire, je regardais le truc, j'avais une trique perpétuelle. Je sais pas comment les gens vont réussir à triper sur le prochain Marvel où on te vend... Alors, le prochain, c'est Deadpool. Ça a déjà fait ses preuves. Oui, mais je veux dire, le prochain avec, tu vois, la 60aine de personnages qui vont venir s'additionner. C'est des nouveaux X-Men, quoi. Bon, bref. On va pas s'énerver plus que ça sert à rien. Non, surtout que de toute façon, nous, on pourra pas changer grand chose à ça. L'industrie fonctionne et les gens aiment, donc tant mieux. Ça ouvre notre débat, du coup. Oui, tout à fait. Il faut accepter que les gens ne soient pas toujours au rendez-vous des films, et que les films ne soient pas toujours au rendez-vous de l'histoire. Voilà. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Place aux recommandations. Effectivement, je me permets de commencer. Vas-y. Sur ma recommandation. Donc, la recommandation que je vais vous proposer, ça s'appelle The 100 en anglais, et en français, ça s'appelle Les 100. C'est une série américaine qui est sortie il y a quelques années déjà maintenant, et en fait, on va suivre des gens qui sont partis dans l'espace, donc qui vivent dans un genre de station spatiale, encore, parce qu'il y a eu une guerre nucléaire sur la Terre. La Terre a perdu tous ses habitants restés sur place. Sauf qu'aujourd'hui, dans leur station spatiale, ils n'ont plus de capacité pour accueillir de nouvelles personnes supplémentaires. Sauf qu'il y a toujours des reproductions humaines, donc il y a toujours la possibilité d'avoir des bébés et tout ça. Et donc, ils vont envoyer sur Terre pour savoir si la Terre est de nouveau viable des enfants, enfin des adolescents qui ont été arrêtés et qui sont censés être exécutés ou toute autre activité. Et en fait, donc, ils vont envoyer ces enfants sur la planète Terre, et on va suivre donc l'histoire de ces jeunes qui sont sur la planète Terre, qui est de nouveau viable en termes de respiration, mais où on va se rendre compte rapidement que la Terre n'est pas inhabitée et qu'il se passera des dingueries. Alors, les 3 premières saisons sont incroyables, la 4e un poil moins, la 5e, bon. Mais je vous la conseille quand même, parce que c'est quelque chose de sympa, et puis je trouve que ça va bien avec le post-apocalyptique qu'on peut voir.
Et puis voilà. Très bien. Moi, de mon côté, je vais vous recommander une revue. Pour la petite histoire, lorsque Byron Kennedy et George Miller travaillaient sur le tournage du premier Mad Max, Byron Kennedy, du coup, le producteur, avait été à Paris pour rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet, qui a créé une revue autour de la pop culture et de la bande dessinée qui s'appelle Métal Hurlant. Et en fait, Byron Kennedy, lui, il est arrivé en disant on va faire un film avec des bagnoles tourné en Australie. Et en fait, on voudrait utiliser le nom Métal Hurlant. On voudrait vous l'acheter, vous auriez du coup une partie des recettes, vous toucheriez des bénéfices, okay. Parce que nous, on est super inspiré par votre travail autour de la culture, autour de la bande dessinée, et Jean-Pierre Dionnet, à l'époque, il rencontrait une fois par semaine des personnages comme ça qu'il appelait les fous de la semaine, et donc il a raccompagné ce monsieur qui était coiffé d'un chapeau de cow-boy, et je crois 2 ans plus tard sort un Métal Hurlant. Non, sort Mad Max, okay. Mais sans le nom Métal Hurlant, mais avec quand même du coup un élément visuel qui est 2 éclairs qui traversent le titre, okay. Et qui était du coup sur la jaquette la couverture de Métal Hurlant. Et donc okay. La revue a été elle a été repensée là il y a quelques années. On en est déjà au 11e numéro. C'est titré Les Vacances métalliques, et en fait c'est super bien parce qu'il y a du coup des articles, des interviews, 227 pages de bande dessinée, de la bande dessinée autour de thématiques de science-fiction, des interviews comme celle de Liu Xixin, qui est alors je l'ai trop mal le prononcer, mais c'est le romancier et nouvelliste qui a inspiré du coup Le Problème à 3 corps. D'accord, ok. La nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Tout à fait. Et, cool. Et donc, voilà, c'est une super revue que je vous conseille pour vos lectures sur le bord de la piscine, au bord de la plage. Voilà, ou dans les toilettes, c'est comme vous voulez. Voilà. Chacun lit où il veut. Et c'est parce que c'est bientôt les vacances et que je pense qu'on a besoin de se vider la tête, surtout que, voilà. Ouais, des fois, l'actualité ne nous aide pas. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, merci Loulou. Merci Rouquin. Aux canapéens et canapéennes qui nous suivent. Merci à notre pouce noir d'aujourd'hui. Exactement. Merci les gens de nous suivre. Merci à Zgen de nous accueillir. Effectivement. Et du coup, la prochaine fois, on va parler de plusieurs choses. On va vous donner 2 indices pour ça. Moi, je vais dire coq. Et moi, je vais dire hexagone. Ok, très bien. Écoute, générique de fin. Et bisous de nous. Bisous de nous. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Louis ? Oh, tu sais, c'est un poème de Paul Éluard, Liberté. Ok. Ça a été écrit en 1942. Je vois. Et je sais pas, moi, ça a traversé mon esprit, là, Ok, je vois pourquoi tu dis ça. N'hésitez pas, cher public, à aller voter et faire votre devoir citoyen pour le 30 juin et le 7 juillet. Le plus important, c'est de s'exprimer. Effectivement. Au revoir. Au revoir.